Hey, salut toi. Bienvenue sur Enjeu Belgique, le podcast qui te parle politique en faisant du gaming. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Sébastien Willems, qui est notre président wallon chez Défi Jeunes et qui est un jeune qui est hyper engagé, mais notamment sur les questions environnementales et de climat. Alors, c'est une description qui te sied ? Plutôt bien, ouais. Et si tu avais à définir en un mot Quoi, pour nos auditeurs ? La problématique en tant que telle ? Toi, Moi En un mot. quel type de jeune engagé es-tu en politique ? Déterminé. Déterminé ? Ouais. Putain, ça c'est un adjectif que j'aime bien. T'as déjà joué à Mario Kart ? Oh, je crois que j'avais genre 13 ans, mais ouais. 13 ans ? Ouais. Putain, tu sais qu'on a arrêté plus ou moins au même moment. C'est vrai ? Je crois que c'est vers 13 ans également. Je jouais à la DS et à la Wii là-dessus. Ouais. Puis, Moi voilà. aussi. Après, moi j'ai joué à Star Wars et des jeux comme ça sur la PlayStation, mais plus jamais Mario. Star Wars, ça m'évoque de très bons souvenirs. Ouais, Malheureusement, qu'ils sont tout foutus en l'air avec les films. exactement, on est d'accord. Alors, on va faire un grand prix. Je propose qu'on aille en sens CC. Et bah voilà. Choisis ton personnage. À l'aise. Et attention, au choix du personnage, on dit énormément. Ah, c'est tellement vrai. Ah, j'hésite. Attends, je vais un peu regarder ce qu'il y a, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choix. Mais j'attends la personne qui prendra Mario Raton Laveur un jour. Mais j'allais justement le prendre. Je te jure, parce que je me suis dit, putain, il est vraiment tellement bien. En plus, raton laveur et tout, il y a genre quelque chose. Non, je te jure, il est incroyable. Ok, let's go. Et oui, on peut choisir du coup aussi notre Ouais. véhicule et tout. Mais du coup, je regarde vite. Putain, il y a pas mal de choix quand même, hein, c'est chouette ça. Ouais, celle-là, c'est pas mal. Avec de belles petites roues. Ah, on est obligé de prendre ça? Non, hein. Non, comme tu veux vraiment tout choisir. Ouais, alors du coup, on fait ça. Tac. Non. Comment on fait pour... Il y a moyen d'enlever le truc direct? Et une fois que tu as choisi, tu peux appuyer sur A, mais c'est en mode... si tu veux retourner sur... voilà, tu peux aller vers le haut et le bas pour changer. Ouais, mais ça, je suis ok. Et après, je fais quoi pour... Après, tu fais A et c'est validé. Ah, l'aise. Nickel. Ok, on va... Champidrome. Justement, bah, du coup, tu es actif et tu es engagé en Wallonie principalement. Et je voulais savoir un peu, parce que justement, en tant que jeune, quand tu assistes parfois à certaines affaires en politique, c'est très frustrant. Tu te demandes parfois qui nous gouverne. Et je sais pas si tu as suivi un peu toute l'affaire au Parlement wallon. Parlement wallon, ouais. C'était assez intense, hein, je t'avoue. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'en termes d'éthique, honnêtement, c'était pas ouf. C'est affolant ce qui s'est passé. Je suis assez d'accord avec toi. Et en fait, le pire là-dedans, dans l'histoire, c'est que, en fait, c'était hyper légal. Il y avait vraiment rien dans tout ce qui a été fait qui était, comment dire... en soi illégal. En soi illégal. C'était pas légitime, c'était pas éthique, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, c'était légal. Et donc, ça démontre bien un vrai problème structurel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, mais au sein de notre politique belge. Parce qu'en fait, les politiques c'était une manière un peu contentée d'accepter le statu quo. Ouais. Ça fait des décennies. Et ça, je pense, c'est réellement dû, tu vois, un gros souci au niveau d'une certaine gouvernance, je dirais même d'attitude mafieuse qui s'est installée en fait au sein du Parlement wallon et en fait plus généralement au sein de la politique francophone en vrai. Mais tu as dit quelque chose d'hyper intéressant déjà pour commencer. Donc, parce que moi je dis souvent qu'en vrai il y a un problème avec les extrêmes, c'est quelque chose qui détruit notre démocratie. Mais une autre chose à côté qui est pas bonne pour notre démocratie, c'est le statu quo. Notamment sur sur des questions comme la bonne gouvernance. Et où en Wallonie, tu le dis bien, il y a vraiment parfois des pratiques presque mafieuses où tu te dis mais les gars, bien que ce soit légal, vraiment, tu es doté de bon sens, forcément que ça, c'est pas du tout en accord avec ce que les citoyens pourraient accepter, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que les citoyens ne l'acceptent pas. Et on le constate d'ailleurs dans les sondages, et même d'ailleurs généralement dans les élections ces derniers temps, c'est de plus en plus le cas. Les extrêmes montent en puissance, l'abstention crève le plafond. Je crois qu'on atteint un taux d'abstention tel qu'aujourd'hui, ça représenterait le premier parti francophone en Belgique. C'est dingue de se dire C'est ça, quand même. incroyable. Aujourd'hui, on est à 30% plus ou moins d'intention de vote en abstention ou d'abstention totale, ça veut dire ne même pas aller aux urnes. C'est dingue de se dire qu'autant de personnes se disent plus du tout intéressées par la politique alors que ça les concerne en premier lieu. Complètement, il y a de la politique dans tout. Je le disais dans un autre épisode, je parlais un peu des trains et je disais que c'est même le choix de mettre Wi-Fi dans un train, finalement, c'est un peu régi par la politique. Et le fait surtout, parce que nous, tu es très engagé sur la question climatique et forcément le train et le train à grande vitesse, en vrai, c'est le transport du futur. Exactement. Mais en vrai, la question ferroviaire aujourd'hui est
revêtent plein de problèmes, tu vois. Et je pense que surtout en Wallonie, tu le vois quand même. Non, à fond. Mais en fait, le problème du transport en commun de manière plus générale, c'est que il a été en fait sous-financé pendant plus de 30 ans. La problématique généralement des grandes politiques, je te parle pas des politiques on va dire locales ou même provinciales, je te parle vraiment des grosses politiques. Ben, en fait, c'est qu'elles doivent être pensées, financées et construites sur 30 ans, pas seulement sur quelques années. Et nos politiques sont malheureusement, et j'en ai encore eu une conversation ce matin d'ailleurs avec François De Smet, que je l'ai rencontré dans le métro d'ailleurs. Et ouais, vraiment. Et en fait, François disait un truc qui est vrai. On est malheureusement... Ah bah tiens, j'ai été 6ème, j'ai perdu, mais... C'est la phase d'adaptation. Ah ok, laisse. Ouais, c'est sûrement ça. Mais en fait, les politiques sont malheureusement sujets à devoir être contraints par les élections à venir. C'est ça. Et donc, perspective court-termiste. Exactement. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on n'a aucun politique qui pense à l'intérêt général ou à l'intérêt du futur, plutôt que de leur propre intérêt, c'est-à-dire de se faire élire, en fait. C'est ça. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les budgets au niveau des transports en commun ont toujours été très faibles, parce que ça attire pas un électorat très on va dire intéressant, à part ceux des écolos, mais bon, même les écolos aujourd'hui se rendent bien compte que le transport en commun c'est pas sexy, à la différence par exemple d'autres sujets ou d'autres matières en matière environnementale et climatique. Parce que c'est beau d'avoir des grands discours que les écolos font par exemple, mais en pratique ça bloque directement, parce qu'il faut mettre la main dans le cambouis. C'est ça, clairement. En plus, justement, parce que tu parlais de un peu, le dogmatisme de certains partis, et notamment sur des questions aussi importantes que celle de l'environnement. Mais ça, encore une fois, c'est ce qui pollue finalement les avancées. Soit être pro-nucléaire pour être pro-nucléaire, ou anti-nucléaire pour être anti-nucléaire, c'est pas nécessairement ce qui nous permettra de faire les bons choix politiques. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais je suis à 100% d'accord avec toi. Enfin, personnellement, moi, j'étais pas du tout. Enfin, vraiment, avant de me mettre en politique, j'avais aucun avis sur le nucléaire. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a construit le débat politique autour de l'idée qu'il fallait être pro ou contre. C'est ça. Alors que c'est pas aussi simple. Et c'est pas aussi simple de dire pro ou contre le nucléaire. Le sujet est bien plus compliqué que ça. Il faut d'abord savoir quelles sont les conséquences de dire pro ou contre le nucléaire comme ça, tout simplement. Et c'est en fait, selon moi, le discours que les écolos essayent de créer, et d'ailleurs même aussi un peu de cette manière l'EMR. Ils veulent en fait ce débat binaire parce que ça leur profite. Parce que ça leur profite d'un point de vue électorat. Mais en fait, il faut être beaucoup plus... bien plus, on va dire... critique sur la façon d'analyser ce débat pour ou contre le nucléaire. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative qui est meilleure que le nucléaire. Et donc, oui, il faut du nucléaire. Ça ne veut pas dire que pour autant, c'est pas, c'est en effet une énergie pas parfaite, quoi. Aucune énergie d'ailleurs n'est parfaite. Mais rien ne nous empêche d'investir à côté dans le renouvelable. Exactement. Et ça, c'est quelque chose dont les écolos n'ont pas envie d'entendre parler, tout simplement parce que ça leur profite pas, et ils aiment bien justement ce débat binaire de... C'est ça. En fait, t'as pas l'impression qu'il y a une sorte de... certains partis, sans les citer, ont une façon de faire de la politique qui est malveillante. Je dis ça dans le sens où, en fait, c'est vraiment, comme tu dis, polarisé. Exactement. Quand tu polarises, forcément, tu sais que tu vas pas mettre tout le monde d'accord, mais tu sais que tu auras une grosse base électorale. De l'autre côté, c'est pareil. Et en fait, au lieu de dire, en fait, les gars, comme finalement notre parti le fait, en disant, les gars, évidemment, soyons pragmatiques, il faudra aujourd'hui composer avec le nucléaire parce qu'on n'a pas d'autres alternatives viables aujourd'hui. À côté, évidemment qu'il faut investir dans le renouvelable, investir dans la recherche dans le nucléaire pour passer à un autre nucléaire. Et troisièmement, à la modération, oui, c'est normal qu'on demande de faire attention à sa façon de consommer l'énergie. Et ces trois, alors c'est évidemment on met tout dedans, mais c'est pas trop facile de dire les trois, parce qu'on les juxtapose dans le temps, tu vois. Mais en fait, donc notre position chez DeFi Jeunes, c'est de dire ça sert à rien de faire un des trois ou de faire même deux des trois, parce qu'il faut les trois pour que ça fonctionne. C'est ça. Et il faut le faire sur le long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire tout simplement on va faire ça sur le court terme en espérant que ça tienne le coup sur le long terme. Non, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que par exemple pour créer une centrale nucléaire, ça prend 30 ans. Ça prend 10 ans pour la concevoir, ça prend 10 à 15 ans pour prendre tous les matériaux nécessaires pour pouvoir faire de l'énergie nucléaire, et ça prend plus de 30 ans ou de 40 ans avant qu'elle soit rentabilisée. Donc en fait on constate que c'est bien
bien plus compliqué que tout simplement dire on va créer une centrale nucléaire où on va tout simplement prolonger les centrales existantes. Et pour la modération, c'est exactement la même chose. C'est bien de dire il faut modérer, mais après il faut savoir où est-ce qu'on va modérer. Et dans ce cas-ci, c'est en effet toujours compliqué parce que d'un côté, on va avoir les écologues qui vont te dire oui, il faut directement, on va dire, tout réduire, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça parce que ça pollue trop, etc. Oui, mais et c'est là où juste le dogme entre en jeu. Sur le court termisme, tu vas avoir tendance à vouloir le faire directement. Et après, sur le long terme, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça va impacter par exemple, les familles monoparentales parce que maintenant, elles vont être taxées sur des voitures qui sont un peu plus grosses et un peu plus... Tout simplement parce qu'elles ont plein d'enfants et qu'elles vont être taxées pour réduire la consommation d'essence globale. Mais c'est débile, ça n'a aucun sens. Il faut travailler justement avec les citoyens, pas contre les citoyens. Ça complètement, c'est presque antisocial, presque leur façon de faire de combattre exactement les... Et pourtant, ils se défendent comme étant un parti de gauche. Ouais, c'est ça, alors que... Mais bon, je pense que beaucoup de partis ont pris beaucoup de liberté face à ce qu'ils semblent prôner de base. Exactement. C'est un peu parfois particulier, en tout cas c'est pas rigolo parce que c'est triste finalement, parce que c'est les électeurs qui payent, c'est les citoyens qui le payent. Exactement. Et c'est ça aussi, je pense que c'est important d'être très fort responsable par rapport à nos choix, surtout quand tu gouvernes. D'ailleurs, j'ai vu que t'as pas démarré au début. Ça va choquer, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ouais, mais en fait, j'étais tellement pris dans mon argument, tu vois, et en fait, j'arrivais pas. Et je t'avoue, je fais un peu mieux que la fois passée, donc je suis assez content. Je suis 4ème, là, bon, là, je monte. Ah putain, je monte 5ème. Ça craint. Par contre, je remarque que tu utilises pas les. Tu vois, quand t'as des. Appuie une fois sur L1, si tu l'utilises. Ouais, de temps en temps, mais je t'avoue, je suis pas un très bon multitasker, donc. Ouais, mais c'est honnêtement. C'est vraiment dur. Galère. C'est vraiment dur. Parce que, allez, je sais que peut-être derrière la caméra, tu te diras oui, mais vas-y, tu peux faire ça. Non, écoute. Essaie de parler en jouant. Essaie de dire quelque chose d'aller, on va dire, de pas trop con et en même temps de impossible. C'est compliqué. C'est grave compliqué. Mais en vrai, tu t'en sors très très bien. Thanks. Moi, c'est juste parce que je l'ai fait un peu avant, je me suis entraîné, j'ai triché. Ouais. J'ai grave triché. Ouais, je vois, ça t'es bien entraîné. Mais en vrai, pour revenir au sujet du climat, et c'est ça, tu vois, il n'y a pas que le climat, et c'est ça qui m'énerve énormément, et en particulier plutôt, je dirais, dans ce cas-ci, envers la droite, tu vois. Ouais, ça m'énerve. T'as suivi, excuse-moi de te couper, mais justement, il y avait la pause. Je sais pas, t'as suivi l'affaire, la fameuse pause environnementale. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, je vais te dire honnêtement, hein, je suis vraiment convaincu qu'on peut pas faire l'un sans l'autre. On peut pas se dire qu'on va faire une pause environnementale sur les questions, on va dire, de restauration de la nature ou de protection de l'environnement, et on dit qu'on met le paquet sur la lutte contre le réchauffement climatique. Pour une simple et unique raison. Parce que les deux sont tout autant liés que l'économie est liée au social. En fait, c'est encore une fois une remarque dogmatique des partis de droite, et en particulier des partis comme le MR ou le PNVD et la NVA, qui ont en fait littéralement le monopole sur, on va dire, l'intérêt des entreprises et du monde économique de manière générale. Sorry, mais c'est scandaleux, parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que, malheureusement, et c'est la vérité, ce sont les faits, le monde économique est un gros pollueur et aussi un gros problème par rapport à la crise environnementale et la crise de l'érosion de la biodiversité. Le problème, c'est de dire faire une pause. C'est que non seulement on met sur pause tout cet aspect, ce pan problématique au niveau environnemental, mais en plus de ça, on met sur pause le problème climatique. Je vais te donner deux exemples simples. Le premier, aujourd'hui, on constate super simplement... Ouais, là j'avance, tu vois. T'as vu ou quoi? Là, je me suis dit, je vais y aller au taquet. On constate aujourd'hui en fait que la première source de captage de carbone, c'est-à-dire ce qui permet en fait simplement de reprendre le CO2 de l'atmosphère, c'est les océans. Et par plusieurs différents organismes, le phytoplancton en premier, ensuite il y a les algues également en deuxième. Tout ça sont de la biodiversité hyper importante pour pouvoir capter le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère. Oh flûte, je crois que je suis un peu dans la merde. Ah non ça va. Non ça va, qui sont dans l'atmosphère et pouvoir tout simplement nous éviter justement que la planète se réchauffe encore plus vite. Or, aujourd'hui, en gros, ce que demandent les partis de droite, c'est de faire des pauses, par exemple, sur le fait de détruire les fonds marins. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que les grandes entreprises de pêche,
ils utilisent des moyens de pêche qui sont extrêmement néfastes au niveau de la biodiversité, qui en fait arrachent complètement le sol marin. Et ça, par exemple, c'est typiquement une mesure environnementale qui, selon la droite, devrait être stoppée. Mais, ou du moins devrait être mise sur pause le temps de régler les problèmes climatiques. Mais si tu stoppes ce genre de choses, ou du moins tu continues à laisser ces entreprises faire ce genre de pratiques de pêche, tu détruis encore plus la biodiversité qui, d'ailleurs, au niveau des océans, est aujourd'hui plus que menacée. On est presque à penser qu'un jour, les océans seront littéralement des océans fantômes, il n'y aura plus rien. Et bien dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est que tu vas enlever la seule solution qui nous permet de capter du carbone. Et donc, je viens tout simplement de démontrer ici que il faut gérer le problème de la biodiversité et de l'érosion de la biodiversité si tu veux régler le problème de la lutte contre le changement climatique. C'est clair. Et ça me semble, en plus, tu vois, tu viens de me l'expliquer, et ça me semble assez... En fait, ça me semble logique. Bah oui, c'est ça. Et c'est ça qui est parfois fou, c'est que tu te dis, mais tu as des mesures ou tu as des positions, des postures qui sont prises par l'une ou l'autre partie, parfois dans un illogisme presque complet, tu te dis, mais attends, si tu te dis vouloir lutter contre ceci, cela, comment tu peux dire non à ça? Comment tu peux dire oui, on continue d'exploiter les fonds marins? Tu vois? Ouais, c'est sûr. Mais en fait, je crois que, selon moi, c'est vraiment pour le coup bêtement et simplement une question d'intérêt et de lobby. Aujourd'hui, on constate que le MR cherche de plus en plus à droite parce que tout simplement, il y a un électorat à trouver parce qu'il n'y a pas tout simplement d'équivalent dans le sud par rapport au nord du pays où tu as la NVA, le Vlaams-Belang et l'OpenVLD et le CNV qui monopolisent complètement la droite. C'est complètement ça, ouais. Prendre le tournant conservateur pour s'assurer un autre électorat. Et c'est scandaleux parce qu'aujourd'hui, on a en fait des réels enjeux qui dépassent réellement les clivages gauche-droite. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois de droite ou de gauche, que tu veuilles justement pouvoir garder une planète viable, c'est tout simplement le bon sens. C'est ça, il faut juste être humain et se dire et penser aux générations suivantes. C'est là où, ce qu'on disait tantôt justement avec le court-termisme, penser aux élections prochaines ou penser aux générations futures, ça c'était François qui disait ça. Ouais. C'est là où tu vois finalement l'homme d'État et en fait l'homme politique au sens presque médiocre du terme, c'est-à-dire faut que je dise ça parce que ça me permettra Exactement. demain. Et ça c'est vraiment le truc, je pense, un des trucs les plus frustrants également quand on est jeune en politique. Je pense qu'on partage ce constat-là, on est là en mode mais les gars, après il y a nous, et après il y a nos enfants, et après il y a nos petits-enfants. Et donc il est de passage. C'est ça. Et il faut pouvoir le concevoir, même quand tu es un gouvernant, il faut avoir l'humilité de te dire nous ne sommes que de passage, on est là pour un temps. Mais il faut dire on n'est que de passage, mais par contre, on va tout faire en sorte pour que les prochaines générations ne subissent pas des erreurs de notre génération. Et ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que où savoir mettre le curseur par rapport à l'intérêt collectif, l'intérêt des générations futures, l'intérêt des générations actuelles, l'intérêt écologique, social, économique. Tout ça sont des enjeux qui de cette manière s'entremêlent. Et il faut savoir les prendre avec objectivité, avec aspect critique et surtout avec beaucoup d'absence d'individualisme. C'est-à-dire de ne pas vouloir absolument son intérêt ou l'intérêt de son parti, mais de vouloir le bien commun. Ouais. Et je sais que personne n'a le monopole du bien commun. Ça, c'est quelque chose qui appartient à toutes les personnes qui veulent justement faire quelque chose. Chacun a sa lecture de celle-ci aussi. Oui, c'est ça. Mais par contre, on a tous, je trouve, une obligation d'être critique, objectif et respectueux à l'égard des faits et à l'égard de la démocratie et de comment est-ce que celle-ci fonctionne. C'est clair. Et aujourd'hui, le débat environnemental, il est plus qu'important dans justement toutes ces thématiques qu'on vient d'aborder et toutes ces problématiques parce que inévitablement, si aujourd'hui on laisse la crise climatique et la crise environnementale comme elle est, on va perdre nos démocraties, on va perdre notre système démocratique et notre système tout simplement de liberté actuelle, c'est ça. Ou du moins de certaines libertés actuelles qui sont pas du tout nocives pour l'environnement. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter. C'est clair. Et puis en soi, de toute façon, parce que tu as parlé d'intérêt, et en fait, les intérêts, tu peux les voir avec n'importe quelle loupe. Ouais. On voit donc qu'il y a certains gouvernants aussi, donc tu peux rester dans ce vocabulaire-là, qui, au niveau national, vont surfer un peu sur les peurs aussi parfois des gens. Ouais. Et donc, par exemple, il y a un ensemble de solutions qui peuvent être trouvées à l'échelle internationale, chez nous, à l'échelle européenne.
Et où t'as des États qui disent bah non, en fait, nous d'abord on veut voir nos intérêts nationaux dans notre temps. En fait, c'est ça qui aussi pollue complètement et empêche finalement la prise d'un ensemble de solutions. En fait, le problème, c'est que le problème environnemental, c'est qu'il est mondial. Donc, c'est plus une question d'intérêt national ou d'intérêt européen. C'est le monde. Mais c'est la nature humaine d'être tentée de profiter individualistement, si ça se dit. Je pense pas que ça se dit, mais d'une manière individuelle d'un intérêt qui s'il était, on va dire, collectivisé, il serait amoindri parce que plus de personnes pourraient en profiter. Et il serait toujours là et peut-être plus durable. Et c'est là, encore une fois, tout l'enjeu du débat. Exactement. Ah. Et pour le coup, c'est justement bien pour moi, pour ça que je voterai jamais extrême droite ou extrême gauche. Parce que aussi, même s'ils prétendent défendre l'intérêt commun, ils le font dans l'objectif de réduire les libertés de certaines personnes ou de réduire l'intérêt commun. Ouais, c'est clair. En plus, parfois, c'est même un peu drôle. Tu vois, tu dis par exemple, prendre la droite conservatrice, l'extrême droite, ils vont dire certains sont climato-sceptiques, pur et dur. Oui, les fonds marins, c'est pas grave si on les exploite, allez tout aux entreprises, etc. Responsabilité sociétale des entreprises, allez, c'est pas grave. Et puis à côté, ils ont un discours autour de l'immigration. Tu vois, ouais, mais l'immigration, non, etc. D'accord. Mais si on continue avec vos deux positions, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à un moment donné, on aura aussi une forte immigration, mais due au climat. Et logiquement, où ils vont devoir venir, c'est totalement antinomique. Et donc, c'est ça. Et leur discours est complètement illogique. Parce que du coup, ils vont devoir, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'à un moment donné, les frontières sont déjà de 1, parfois virtuelles, et même, elles sont surmontables. Ils vont devoir accueillir blindés de gens. Parce que tout simplement, nos pratiques ont été mauvaises, leurs décisions ont été mauvaises. Et dans 100 ans, ils vont devoir regarder leurs électeurs et dire, après, évidemment, ils sont plus là, donc eux, ils s'en foutent. Et dire, écoute... en fait, on vous a menti pendant 100 ans et on a voulu vous préserver des migrants. Alors évidemment, moi, je suis contre leur position, tu l'es également. Mais on a voulu le truc. Maintenant, vous allez en accueillir 10 fois plus. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est le côté absurde en fait de leur politique ou de leur façon de penser. C'est pour ça que je dis autant d'ailleurs la écolo que le MR, autant d'ailleurs les partis d'extrême droite. Ils ont en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est cette approche totalement pas du tout logique. Parce qu'ils sont dogmatiques. C'est clair. Le dogmatisme n'a jamais fait bon ménage avec la politique. Et ça ne le fera jamais. Et je suis convaincu, il faut être rationnel, il faut être respectueux des intérêts communs et il faut absolument avoir des convictions. Il faut avoir des convictions sur lesquelles on se base pour construire notre politique. Ça, je suis d'accord. Et c'est là la différence entre l'idéologisme et le dogmatisme. Et si tu rentres dans le dogmatisme, du coup, inévitablement, tu vas complètement te perdre dans tes idées et tu ne vas pas penser à l'intérêt commun, tu ne vas pas penser à l'aspect pratique des choses. Et ça va aussi, tu vois, parce qu'on parlait de l'extrême droite ou de la droite conservatrice, mais ça va totalement aussi à gauche. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, écolo détruit parfois l'entrepreneuriat, détruit de cette manière des libertés qui pourraient être maintenues au profit, encore une fois, d'un agenda dogmatique. Ouais, complètement. Et ça, c'est catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui font énormément de travail au niveau environnemental. Je pense bêtement alors, aujourd'hui, c'est pas parfait, mais par exemple, Danone a revu complètement sa stratégie. Il faut les inciter à, tu vois. Exactement. Faut pas les voir comme des ennemis en soi. Parce que la responsabilité sociétale, c'est ça. En fait, tu dois rendre le cadre contraignant de sorte à ce qu'ils vont vers les... Et ils sont parfois les mieux à même de répondre à ça. Exactement. Tu vois, aujourd'hui, moi je suis avocat et du coup je travaille dans tout ce qui est aide d'État par exemple. Une partie de mon travail c'est de m'occuper des aides d'État et on constate aujourd'hui qu'il y a plein de moyens pour donner des aides d'État, même si en tant que tel elles sont illégales, mais bon, la Commission autorise, par exemple la Commission européenne autorise à donner plein d'aides aux entreprises si celles-ci sont vertueuses d'un point de vue de l'environnement par exemple. Et ça c'est un moyen parfait politique pour pouvoir justement orienter le curseur aux entreprises et leur dire non, vous n'allez plus détruire complètement les fonds marins comme ça. Par contre, je vous propose, avec des aides, de pouvoir créer des plus petits bateaux. Vous allez pêcher de manière différente, mais cette pêche va être non seulement durable, elle va être productive, et en plus de ça, elle va profiter à l'économie locale, l'économie européenne, et à la nature. Et c'est exactement ce qu'on veut inciter. Une approche positive. Exactement. C'est vraiment intéressant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça sort complètement, parce que tu parlais de l'extrême gauche également, sort complètement de le discours habituel, néfaste, négatif. Et je m'arrêterai sur moi cet exemple qui me fait toujours rire, c'est, tu vois, dans toutes les affiches par exemple de l'extrême gauche, du coup, le PTB, ouais, mais vous savez, nos députés touchent moins
Et en fait, voilà, c'est tous des pourris, nos députés touchent moins, et donc en fait, tu vois, ils sont par rapport à l'argent plus. Ok. Sauf que quand même, par exemple, un député PTB gagnerait moins en soi. L'argent va quand même dans le parti, donc il gagne la même chose. Sauf qu'il verse plus d'argent à son parti. Et ça va dans de la communication pour eux se maintenir et rester et polluer continuellement notre démocratie. Exactement. Mais cet argent-là, que le député en question touche moins avec tous les avantages, parce qu'il a plein d'avantages quand même, mais touche moins ou non, c'est pas de l'argent qui va dans la poche du citoyen. Non. Ça reste de l'argent qui va pour la communication sur Facebook, dans les GAFAM, pour permettre à un parti de continuer de ne jamais prendre ses responsabilités et rester dans la démocratie, engranger plus de voix et en fait s'assurer une longévité sur le long terme sans rien faire pour le citoyen. Et donc ça, c'est encore une fois, tu es là, tu regardes et tu te dis, ok, ça marchera parce que c'est facile à entendre, mais c'est tellement négatif pour le citoyen. Je suis à 100% d'accord avec toi. Et en soi, c'est pour ça que la problématique doit être vraiment vue de manière large. Il ne faut pas juste penser bêtement à réduire les salaires des députés, parce qu'en soi, le problème il est plus large. C'est aussi les partis politiques qui sont le problème. Aujourd'hui, le parti politique n'est même pas inscrit dans la Constitution et n'a aucune valeur juridique. Je veux dire, c'est une association de fait. Ça veut dire qu'en gros, les partis politiques, pour être financés, doivent créer des ASBL sur le côté pour exister. Et en plus de ça, les financements, et je crois d'ailleurs c'est Joël Maison qui le disait, les financements des partis politiques sont beaucoup plus élevés proportionnellement que les financements des partis politiques en France. C'est absurde. C'est absurde de se dire qu'aujourd'hui, on finance tellement les partis politiques pour aujourd'hui, sincèrement, comme tu l'as super bien dit, financer des GAFAM. L'objectif d'un parti politique, c'est de concevoir des idées politiques intéressantes pour la population et c'est de créer un cadre pour que les mandataires et les élus puissent défendre au mieux ces idées. C'est clairement Et aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui se fait avec le financement et on le constate encore plus au Parlement wallon et dans tous les autres scandales qu'il y a eu dans le sud du pays. C'est qu'on a aujourd'hui, et on boucle la boucle, on a aujourd'hui une attitude mafieuse d'un système politique qui ne fonctionne plus. C'est clair. Et il faut le changer. C'est clair. Bah écoute, sur ces mots et sur cette belle conclusion, je te remercie énormément Sébastien d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci. On a fait une jolie partie. Ouais, attends, j'étais 6ème, mais bon, mais toi t'as géré pour le coup. Vraiment, je me suis entraîné en cachette. C'est vrai, t'as raison. Mais en tout cas, grand merci, on a une super discussion et j'aurais aimé approfondir cette discussion. Elle était vraiment géniale. Et donc du coup les gars, vous savez, si vous voulez discuter avec Sébastien, vous savez où le suivre. Et je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée, dépendant du moment où vous allez voir cette vidéo. Et à très vite.